Alors, en ce moment, nous travaillons sur le commerce international et, bien, les trois principales zones de libre-échange, évidemment que vous devez connaître, ALENA, ASEAN et UE, c'est trois philosophies différentes, en fait. Donc l'ALENA, c'est la plus récente, créée en 1994. Double négociation, d'abord entre le Canada et les États-Unis, puis après entre les États-Unis et le Mexique. Alors, c'est simplement, les Américains ne se sont pas embêtés. Hein. Ils ont simplement ratifié un accord de libre-échange. Avec, quand même, on est au pays du capitalisme, avec une libre circulation du capital. Les firmes multinationales américaines tenaient à pouvoir s'implanter encore plus librement au Canada et surtout au Mexique, puisqu'il était clair que les Américains voulaient utiliser le Mexique comme zone de délocalisation des productions à bas coût. Hein, le modèle économique des firmes transnationales américaines sur le sol américain, eh ben, il se heurtait à un coût du travail qui est, somme toute, très élevé, celui d'un des pays les plus riches du monde. Il suffisait de passer la frontière. De l'autre côté, la frontière s'appelle les maquiladoras, je vous rappelle, hein, qui sont des zones d'activité spéciales où les sous-traitants mexicains pour les industries américaines sont tous localisés et où on paye les gens, évidemment, avec la référence du salaire mexicain et pas du salaire américain. Donc, simple accord de libre-échange. Pourquoi le Canada ? Il y a une grande proximité culturelle entre le Canada anglophone, en tous les cas, c'est-à-dire l'essentiel du Canada et les États-Unis, mais surtout, qu'est-ce qui fait rêver les Américains par rapport au Canada ? C'est l'immense stock de matières premières que représente ce pays. Hein, donc, les Américains sont les grands gagnants. Ils sont au centre de la zone déjà. D'un côté, ils ont leur espace de délocalisation, pour avoir des productions à faible coût, ou éventuellement vendre des produits finis, c'est le Mexique. Puis de l'autre côté, ils ont leur espace d'approvisionnement en matières premières. Éventuellement aussi, quelques débouchés pour leur industrie. Hein, donc on voit bien que l'ALENA, peu ambitieuse, en fait, a été dimensionnée par les États-Unis pour les intérêts des États-Unis. L'ASEAN, qui veut dire Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Alors, un peu plus vieille, évidemment, que l'ALENA, l'ASEAN a été fondée en 1967. Alors, à l'origine, il y avait 5 pays, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie et Singapour. Mais cette zone de libre-échange a été élargie très rapidement donc au sultanat du Brunei. Je vous rappelle que le sultanat du Brunei est un important producteur de pétrole. Était, parce que je crois qu'il n'y en a bientôt plus, ou il n'y en a même plus de pétrole au Brunei. Enfin, bref, c'était l'intérêt de l'associer. Le Vietnam, la Birmanie, le Laos et le Cambodge. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. L'ASEAN est en train d'associer progressivement 3 petits pays de la zone. La Chine, le Japon et la Corée du Sud. Évidemment, derrière les 3 petits pays de la zone, se cache en réalité la première, enfin pour l'instant la deuxième puissance économique mondiale, le Japon, qui est la puissance technologique de la zone, et la Corée du Sud, qui est l'élève sage de la classe Asie au niveau du développement. Donc vous avez tout d'un coup 3 grands pays qui vont arriver, qui vont faire leur intrusion dans l'ASEAN. Ça s'appelle l'ASEAN plus 3, APT, ASEAN plus 3. Et donc à terme, c'est... Alors le système de libre-échange, il est progressif. Vous imaginez les bouleversements quand la Chine va accéder à tous ces marchés sans aucun droit de douane, etc. Donc ça risque de tout bouleversifier dans la région. Donc l'intégration est progressive. Et dans le même temps, il n'y a pas que du libre-échange, il y a aussi des projets de développement. Donc c'est peut-être l'amorce au niveau de l'ASEAN de quelque chose de plus qu'une zone de libre-échange. Par exemple, ils sont en train de développer tout ce qui est le bassin du Mékong. Donc il y a plusieurs pays qui sont concernés, le Cambodge, le Vietnam, le Laos, etc.
Donc il y a des projets pharaoniques de développement du bassin du Mékong. Donc, peut-être à terme, plus que cette vocation de zone de libre-échange. C'est un modèle de spécialisation interindustrielle. Donc, dans chaque pays, on a des usines spécialisées, qui dans les composants, qui, etc. Ce sont les Japonais qui ont organisé ça, d'ailleurs, au départ, qui ont organisé cette sous-traitance internationale au niveau de l'Asie. Et donc, c'est au nom de cette spécialisation qu'on va organiser la politique de libre-échange, et puis, comme je vous le rappelais, des projets de développement communs. Enfin, l'UE, et j'insisterai pas parce que nous allons longuement travailler sur le développement de l'Union européenne, eh bien, c'est l'intégration régionale la plus avancée. On a dépassé, évidemment, le simple esprit du libre-échange. On a dépassé la simple coopération économique, puisque on a abouti effectivement à la monnaie unique et qu'aujourd'hui, on est en train de négocier, en quelque sorte, un fédéralisme politique. Avec quelque chose qui ne fait pas de bruit et qui n'a pas à en faire aujourd'hui, puisque les postes sont pour l'essentiel honorifiques, mais ils ont l'avantage d'avoir été créés, c'est qu'il existe aujourd'hui un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et une sorte de président de l'Union européenne, même si évidemment ces deux personnes ne sont pas élues au suffrage universel, mais sont cooptées par les dirigeants de l'Union européenne. Mais si on a mis ça en place, c'est qu'on compte à terme transformer en de véritables institutions qui fonctionnent.